Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juin 2026 et c'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver sur votre matinale Bonjour le Bénin. Il est 7 heures partout au Bénin, mesdames et messieurs. Le bulletin matinal, il est sacré et il est présenté ce matin par Victorine Bondé. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons tout de suite. Le Bénin continue de consolider ses partenariats stratégiques sur la scène internationale. En visite de travail à Bruxelles, le président de la République, Romuald Wadaini, a été reçu par les plus hautes autorités de l'Union européenne. Au menu des échanges, investissement, innovation, développement territorial et sécurité. Les précisions ici avec Marcel Arossi. Dans les couloirs du pouvoir européen à Bruxelles, le Bénin poursuit son offensive diplomatique et économique. Reçu par le président du Conseil européen, Antonio Costa, le chef de l'État Romuald Wadaini a porté la voix d'un Bénin engagé dans une dynamique de transformation et de partenariat stratégique. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne autour d'ambitions partagées. Lutte contre la pauvreté, développement durable, inclusion économique, paix et stabilité régionale, autant de priorités qui rapprochent Cotonou et Bruxelles. Autre étape de cette visite de travail, le siège de la Commission européenne, où le chef de l'État est accueilli par sa présidente Ursula von der Leyen. Une rencontre qui témoigne de la qualité du dialogue politique entre les deux partenaires et de leur volonté commune de traduire cette relation de confiance en résultats concrets au bénéfice des populations. 3 axes majeurs ont ainsi été mis en avant: la transformation de l'économie béninoise par l'innovation, le développement territorial, accompagné de la sécurité dans le nord du Bénin, ainsi que la promotion d'une finance durable, capable de mobiliser davantage d'investissements privés au service des infrastructures de demain. Pour Bruxelles, le Bénin s'impose désormais comme un partenaire incontournable en Afrique de l'Ouest. Fin de parcours pour la première cohorte du projet Combler les écarts au profit des agents de santé. Les bénéficiaires ont officiellement reçu leur parchemin hier matin en présence des autorités sanitaires, des partenaires et de leurs proches. Les précisions ici avec Enoch Hompati. 2 années de service au profit des populations. Ces agents de santé achèvent leur mission avec le sentiment du devoir accompli grâce au projet Combler les écarts. Durant votre parcours au sein de ce projet, vous avez fait preuve de professionnalisme, de résilience et d'un sens élevé du service public. À travers votre engagement quotidien, vous avez participé à l'amélioration de l'accès aux soins et contribué à renforcer la confiance des populations envers notre système de santé. Déployée dans plusieurs formations sanitaires à travers le pays, cette première cohorte a bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour exercer sur le terrain. Durant ces 2 années, nous avons acquis une expérience professionnelle précieuse, développé de nouvelles compétences et renforcé notre capacité à évoluer dans des contextes variés. Nous avons appris la résilience, l'humilité, l'écoute et le sens du service public. Cette nouvelle étape qui s'ouvre pour ces professionnels de santé est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. Notre institution, la Banque islamique de développement, demeure résolument engagée aux côtés du gouvernement du Bénin pour accompagner les efforts visant à renforcer le système de santé, le développement des compétences du personnel sanitaire et améliorer l'accès des populations à des soins de qualité. Vraiment, nous comptons sur vous. Votre passage dans ce projet vous a permis d'acquérir des compétences techniques, professionnelles et humaines précieuses. Mais au-delà des compétences, vous avez incarné les valeurs fondamentales de notre système de santé, que sont l'éthique, la solidarité, la responsabilité et surtout un bon brin d'humanisme. Le projet Combler les écarts constitue une réponse à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi. Il a déjà permis de recruter de nombreux jeunes et offert à d'autres un accompagnement pour la poursuite de leur formation.
Toujours dans le domaine de la santé, parlons d'une affection cardiovasculaire souvent méconnue mais aux conséquences parfois dramatiques, l'embolie pulmonaire. Elle se produit lorsqu'un caillot obstrue brutalement une artère des poumons, compromettant ainsi la circulation sanguine. Quelles sont les causes de cette pathologie? Quels signes doivent alerter et quels risques fait-elle courir aux patients? Éléments de réponse dans ce reportage de Christelle Tongodou. Un souffle court, une douleur dans la poitrine, un malaise qui s'installe brutalement. Ces signes peuvent révéler une urgence vitale, l'embolie pulmonaire. C'est une maladie qui est définie par l'obstruction de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un caillot de sang. Le caillot de sang va se former le plus souvent dans une veine des jambes et ce caillot va se déplacer pour venir à l'intérieur du cœur, puis ensuite entrer dans l'artère pulmonaire et se bloquer. Autrement dit, un caillot migre, atteint le poumon et perturbe brutalement la circulation du sang. Le danger, c'est que les symptômes peuvent sembler banals: essoufflement soudain, douleur thoracique, palpitations, parfois toux ou malaise. Il s'agit d'un essoufflement d'apparition récente, essoufflement qui va être au repos et aussi au moindre effort. Donc le deuxième signe, souvent, c'est la toux. C'est une toux au début qui est dite sèche, c'est-à-dire elle ne ramène aucune expectoration, mais plus tard, elle va ramener des expectorations sanguinolentes. Souvent, c'est du sang noirâtre. Et la dyspnée, la toux vont s'accompagner de douleurs thoraciques. Certaines situations augmentent le risque. Chez une femme enceinte, donc du fait des hormones qui sont sécrétées, le sang peut devenir facilement coagulable. Chez une personne drépanocytaire, par exemple, la forme SC, chez ces personnes-là, le sang est facilement coagulable à cause de la mauvaise forme des hématies. Même dans certaines maladies inflammatoires, chroniques aussi. Par exemple, quelqu'un qui a des fibromes, de gros fibromes, cela peut ralentir la circulation du sang. Le fait de ne pas bouger les jambes favorise également la même chose. Et je vais terminer sur les longs voyages, des voyages qui durent plus de 4 heures de temps. Lorsque l'individu ne bouge pas, reste immobilisé, il peut être à risque de faire une thrombose. Des contextes à surveiller de près, car plus la prise en charge est rapide, plus les chances d'éviter les complications sont grandes. Voyons à présent une pratique qui prend de l'ampleur. De nos jours, de plus en plus de personnes ont recours aux compléments alimentaires pour améliorer leur santé ou leur état physique. Mais ces produits répondent-ils vraiment à un réel besoin ou relèvent-ils d'un simple effet de mode? Réponse dans ce reportage. C'est un très bon complément alimentaire qui t'arrange super bien la peau. C'est plus qu'une injection. Tu veux prendre soin de ton cœur, de ton cerveau et de ta peau avec un seul complément alimentaire? Un jour, un complément alimentaire. Des appels à consommer des compléments alimentaires. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos se multiplient. Les compléments alimentaires sont aujourd'hui de plus en plus présents partout en ligne et toutes les raisons semblent bonnes pour en prendre. Alors, la mode de compléments alimentaires a commencé effectivement ces dernières années avec la supposition, l'observation selon laquelle l'alimentation ne suffirait plus à combler les besoins nutritionnels. Le deuxième volet, c'est le volet de la beauté, le volet de l'apparence. Il y a certaines molécules, comme par exemple le collagène. Il y a le phénomène aussi de plusieurs vitamines, vitamine A, le rétinol, tous ces produits-là qui entrent dans la composition des produits cosmétiques. Ce qui est fait un peu sur les réseaux sociaux, je vois des personnes, au lieu de prendre le petit déjeuner, elles posent des gélules. Je prends des gélules à la place du petit déjeuner. Ce n'est pas quelque chose de durable et ce n'est pas quelque chose de sain. La consommation des compléments alimentaires semble une véritable tendance. Pourtant, prendre des compléments alimentaires sans avis médical n'est pas sans risque et peut nuire à la santé. Un complément alimentaire, c'est un supplément à votre alimentation pour compléter votre alimentation. C'est riche en nutriments, en minéraux comme le fer, le zinc, en vitamines, en acides gras essentiels.
Avant de prendre un complément alimentaire, il faut demander un avis médical parce qu'il y a certains compléments dont on n'a pas besoin. Par exemple, quand vous n'avez pas besoin de protéines et que vous en apportez, ça peut agir par exemple sur vos reins, du collagène, bien des compléments pour abus esthétiques. Ça peut présenter aussi des risques cancérigènes. Si les carences en vitamines et en minéraux peuvent affaiblir l'organisme, des alternatives plus saines existent pour répondre à ces besoins. Il faut dire que la mangue apporte beaucoup plus que de la vitamine A par exemple. La mangue vous apportera des fibres alimentaires, de l'eau, toute une panoplie de vitamines, des antioxydants. Quand je prends par exemple la vitamine C, on va la retrouver dans plusieurs fruits frais et dans plusieurs légumes. Donc, cette vitamine, par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est fatigué, quand je prends, par exemple, 2 oranges ou même 3 oranges, j'ai déjà comblé ces besoins nutritionnels-là. La papaye est un fruit très intéressant qui contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E. Je prends le cas de l'avocat. Il contient vraiment toute une panoplie de vitamines, de minéraux. Vous y retrouverez de la vitamine E, vous y retrouverez de la vitamine A, vous y retrouverez des folates. Pour ne pas faire l'anémie, vous comblez vos besoins en protéines. Tout ce qui est poisson, viande, les légumes verts. Les légumineuses, on n'entend pas légumineuses, tout ce qui est haricots. Vous avez aussi les noix, vous retrouverez un peu de fer dans les noix. Les compléments alimentaires, oui, mais pas sans consultation préalable, pas sans prescription lorsque cela est nécessaire et surtout pas sans suivi. Car le premier allié de la santé reste une alimentation quotidienne équilibrée. Direction à présent Parakou. Sur le plan sécuritaire, le ministre délégué auprès du chef de l'État chargé de l'Intérieur et de la sécurité publique poursuit sa tournée de prise de contact avec les différentes unités de la police républicaine. Dans le septentrion, le périple de Djibril Mama Sissé a débuté 23 juin 2026 par les communes de Kandi dans la Liborie et la commune de Parakou dans le Borgo. Nestor Sela, Idrissou Abdoulaye pour le point. Djibril Mama Sissé est venu s'enquérir des conditions de travail de ces hommes sur le terrain. Une visite qui démarre par une revue des troupes suivie d'une séance de travail consacrée à la situation sécuritaire ainsi qu'aux enjeux et perspectives de la police républicaine. Le groupement spécial polyvalent d'intervention GSPI mérite des mesures spéciales, car ces hommes vivent quotidiennement sous la menace terroriste dans la Liborie, considérée comme zone rouge. Monsieur le ministre, je pense que les collègues des départements sous menace terroriste, notamment ceux-là qui opèrent quotidiennement dans la Liborie, dans la Takora et autres, doivent bénéficier, à mon sens, de traitements particuliers. À cœur ouvert et sans détour, les agents ont exposé à leur ministre de tutelle les préoccupations qui jalonnent leur mission, des doléances relayées par leurs responsables hiérarchiques. Chers collègues, le chemin est long peut-être, mais les lignes sont en train de bouger. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui le visage plus rayonnant qu'il y a quelques mois. Tout ce qui a été soulevé ici comme difficulté, vous avez pu le constater, on les a recensés, pour que nous puissions vraiment faire bouger les lignes et permettre aux uns et aux autres d'être des agents de police épanouis. Je voudrais en appeler aussi au sens de responsabilité des uns et des autres. La menace, elle est là, permanente. Il va falloir vraiment que vous fassiez preuve de professionnalisme. Après l'étape de la Liborie, la délégation ministérielle à Parakou pour le même exercice avec les hommes en uniforme du Borgou. L'objectif de notre venue ici cet après-midi, c'est surtout de recenser toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, afin qu'ensemble, nous puissions donc rechercher des solutions les plus adaptées et vous permettre d'accomplir de la manière qui convienne la mission dont vous êtes investis. Je voudrais donc vous dire toute la reconnaissance du gouvernement et plus particulièrement celle de son chef, le président Romuald Ouattani. Après la séance de travail, le ministre de l'Intérieur est allé à la rencontre des unités spéciales de la police républicaine basées dans la cité de Kobourou. Une ultime étape qui met un terme à sa tournée dans les départements du Borgou et de la Liborie.
Autre actualité, la filière avicole béninoise affiche de grandes ambitions. Le secteur veut s'imposer comme un acteur majeur de la souveraineté alimentaire du pays à travers la production de poulets de chair, la fabrication d'aliments pour volailles et la fourniture d'équipements d'élevage. Pour y parvenir, ces acteurs lancent la première édition du Salon Expo avicole du Bénin à Cotonou. Un rendez-vous placé sous le signe de l'innovation, du partenariat et des opportunités d'investissement pour un secteur en pleine croissance. Écoutons ici Blaise Seton, commissaire général du Salon Expo avicole du Bénin. Il est au micro de Jennifer Sachivi et Lauriel Souba. L'aviculture est une filière qui n'est pas trop connue du grand public. C'est encore une filière qui est restée un peu sous boisseau. Donc on veut le faire éclore pour que la population béninoise et le monde entier puissent toucher du doigt ce que c'est cette filière-là. L'aviculture fait des choses dans ce pays, dans le Bénin. Nous consommons les produits de cette aviculture-là, mais nous méconnaissons encore que c'est produit sur place. Nous pensons toujours que c'est des produits importés. Donc avec ce salon, nous allons découvrir. Il y a des choses qui se font, on va les faire découvrir. Le salon va se tenir sur 3 jours. C'est du 25 au 27 juin 2026 sur l'esplanade du Palais des Congrès. Au cours de ce salon, il y aura des formations, il y aura des communications, il y aura des séances B2B. Les populations, les aviculteurs, ils auront la possibilité de faire des rencontres avec des partenaires, de développer des partenariats, de faire un partage d'expériences avec ceux qui sont déjà dans le domaine et qui est bien développé ailleurs. Ce qui est ici, là, il faut payer des millions pour aller le découvrir ailleurs. Mais voilà, on a ramené ça gratuitement sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc nous invitons la population à venir, c'est gratuit, l'entrée est libre et gratuite. Donc faites tout pour être là, ne ratez pas cet événement. Vous l'avez donc compris, le Salon Expo avicole du Bénin démarre aujourd'hui et vous êtes invités car l'entrée est libre et gratuite. Et c'est ici que se referme ce bulletin d'information. Merci d'être resté des nôtres tout au long. Je vous prie de ne pas vous déconnecter car Bonjour le Bénin se poursuit et moi je vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, ma chère Victorine Bondé. C'est un plaisir. Une belle journée également. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, cette émission va se poursuivre et nous allons recevoir notre toute première invitée pour parler d'un sujet très important. Mesdames, Messieurs, voici le tapis que nous dressons à notre invité. Le travail domestique et de soins non rémunérés demeure une réalité essentielle, mais encore peu connue, alors qu'il contribue chaque jour au développement et au bien-être des familles et au fonctionnement de l'économie. Au Bénin et au Togo, par exemple, plusieurs études menées par le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle ont permis de mieux comprendre les enjeux liés à cette question. Les résultats de ces études seront au cœur donc d'une rencontre ici à Cotonou, une rencontre qui démarre dès demain. Pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, madame Mariama Baba Moussa Soumanou, présidente du conseil d'administration de l'association d'aide au développement des femmes du Bénin, cette association qui, en collaboration avec l'ONG Cœur solidaire du Togo, demeure sinon des acteurs dans le secteur. Madame Baba Moussa, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, quand on parle du travail domestique, de quoi parle-t-on? Merci. Quand on parle de travail domestique et de soins non rémunérés, il faut comprendre tout ce que font les femmes et dans une certaine mesure les hommes, et qui concerne, nous partons de le nettoyage, que ce soit la cuisine, que ce soit l'entretien, les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes qui portent des handicaps,
Et tout ça constitue le travail domestique non rémunéré, chercher du bois, comme je vois. Et c'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais quand on va dans le secteur privé, on constate que c'est quand même rémunéré. Donc aujourd'hui, il est question de valoriser ce travail et de le prendre dans les agrégats macroéconomiques tels que le produit intérieur brut, pour que ce travail invisible et qui soutient les familles, la communauté, la société, et que ce travail soit valorisé et pris en compte parce que c'est nécessaire. Le travail domestique non rémunéré a des conséquences sur les femmes. On va en revenir, mais dès demain déjà, il y a un atelier régional qui se penche davantage sur la question. Est-ce une initiative de plus ou bien qu'est-ce que cela vient apporter puisque c'est une activité portée par votre association? Il faut dire que le sous-projet, si je peux le dire, c'est sous le vocable de reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique et de soins non rémunérés. En fait, il s'agit d'une initiative qui vient renforcer celle existante. En effet, nous avons deux projets. Il y a le projet soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes en matière de travail domestique non rémunéré pour l'équité intergénérationnelle au Togo et au Bénin, et qui focalise vraiment son travail sur les recherches pour éclairer, sensibiliser et pour permettre aux autorités de mesurer l'ampleur du travail domestique non rémunéré, notamment sur l'inégalité. Il y a une inégalité. Il y a de l'autre côté le projet que pilote la ACED qui est intitulé politique et cadre inclusif de politique de garde d'enfants du secteur informel. Voilà deux projets distincts qui sont pilotés par deux structures, mais la finalité, c'est qu'il y ait un cadre juridique national qui puisse permettre d'avoir des lois, d'institutionnaliser, de formaliser le travail domestique non rémunéré. Donc le point commun, c'est que nous avons les mêmes objectifs. Il faut que les lois soient renforcées. Là où il n'y en a pas, qu'on puisse les prendre. Voilà. C'est pourquoi ces trois ONG, deux du côté du CREG, ADEF Bénin, et puis Cœur solidaire du Bénin, et du Togo, et de l'autre côté, il y a ACED, qui est une institution internationale quand même, et qui pilote le projet PGC, c'est-à-dire le cadre politique inclusif pour les gardes d'enfants du secteur informel. Vous voyez, donc on a les mêmes objectifs. Et il est question aujourd'hui de mettre en commun nos recherches, les recherches que le CREG a eu à faire, le PRB, les recherches que ACED a eu à faire, et on aura un document unique de plaidoyer pour aller porter le problème aux plus hautes instances décisionnelles. Alors, Madame Bamoussa, dites-nous, vous parlez de recherche. Ces recherches, quels sont les résultats? Qu'est-ce que ces résultats nous apprennent sur l'impact que cette situation, je vais dire, a sur l'autonomisation des femmes qui sont dans ce secteur? Si je prends le projet que nous pilotons au niveau du CREG, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de recherches, près de 10 ans de recherche dans les pays de la sous-région, avec l'appui des instituts de statistiques. Ici, c'est l'INSTAD.
pour pouvoir sortir des données probantes, c'est-à-dire des statistiques crédibles après des enquêtes, après des recherches. Oui. Par exemple, je le cite souvent, et on a constaté que, disons, 27% du PIB de notre pays, c'est le cas du Bénin, 27% concerne le travail domestique non rémunéré, non pris en compte dans le produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut, c'est la richesse de tout le pays, et secteur par secteur. Alors, pourquoi éluder le secteur? Ça fait 27%, 8% concernent les hommes, et, disons, les 19% concernent les femmes. Donc, le travail domestique non rémunéré, on dit travail domestique et de soins non rémunérés, et vraiment, ça concourt fortement à l'économie nationale, mais n'est pas pris en compte. Donc, il faut des politiques, il faut éclairer les dirigeants, il faut les sensibiliser. Justement, oui. Pourquoi malgré les sensibilisations, les plaidoyers, cette contribution reste invisible dans les politiques publiques pratiquement? Non, dire que ça reste invisible, je pense que c'est un peu exagéré. Et tenez, par exemple, le projet et soutenir l'élaboration dont je parle, elle a été lancée, d'ailleurs les 2 projets, en 2024. De son lancement, il y a eu des activités, je cite rapidement. Il y a eu un atelier régional à Parakou en septembre, et cet atelier, c'est un atelier qui a regroupé les députés, les cadres des ministères, les maires du Bénin, du Togo et des institutions de la société civile des 2 pays. On les a entretenus sur ce que c'est que le travail domestique, son impact, les injustices que ça crée, avec des chiffres à l'appui, et puis des notions telles que le NTA. Le NTA, c'est le, disons, National NTA, National en tout cas, c'est les comptes, si je dois dire en français, oui, les comptes de transfert nationaux. C'est important de les connaître. Les comptes de transfert de temps nationaux, c'est aussi important. Et puis, il y a eu beaucoup de notions. Et à la fin, voilà une cible constituée de députés des 2 pays, de cadres des ministères des 2 pays, du secteur informel, du secteur des ODD, c'est-à-dire les organisations de défense de la société, des femmes de la société civile. Tout ce monde s'est réuni, renforcement de capacité. Après ça, il y a eu une série d'activités pour des cibles bien données. La preuve, des députés du Bénin en 2029 ont initié avec le CREG un atelier d'orientation. C'est une activité, c'est inédit dans la sous-région que des députés prennent conscience de ce que c'est que le travail. Et s'impliquent dans l'action pratiquement. Et s'impliquent à l'action. Tout dernièrement, j'étais passé le 28 avril passé. Le 29, il y a eu une activité concernant toutes les structures, les réseaux de femmes, que ce soit RIFONGA, je risque d'en oublier, l'association des femmes juristes, l'association des femmes avocates, l'Institut, la présidente de l'Institut national des femmes y était. Le Conseil économique et social, les députés, il y avait tout ce monde qui ont porté le projet et des engagements ont été pris. L'INF, ce n'est pas une structure moindre. Le Conseil économique et social, les députés. Donc tout ça, c'est du concret. Alors justement, ils vont jouer le lobbying. Parlant justement de concret, vous parlez de reconnaissance, vous parlez de réduction, et vous parlez de redistribution du travail domestique non rémunéré. De façon concrète, que cachent ces notions? Non, c'est des notions simples. Quand on dit reconnaître le travail domestique non rémunéré, c'est d'abord valoriser ce travail. Le valoriser,
l'inclure dans les politiques publiques et dans, disons, toutes les stratégies pour que les femmes soient prises en compte au niveau sanitaire, par exemple. Donc, quand on dit reconnaître, ça veut dire mesurer sur le plan économique, mesurer, quantifier. Ça permet de convaincre ces autorités pour qu'on prenne en compte désormais et qu'on inclue le travail domestique non rémunéré dans les politiques publiques et dans le volet social les politiques sociales de prise en charge de ces femmes de notre pays. Quand on parle de réduire, vous voyez, la charge pèse, le travail domestique non rémunéré, pèse sur les femmes. C'est du point de vue physique, mental, ça les ruine. Alors, lorsque on parle de réduire, c'est de faire en sorte qu'on les décharge. Je donne l'exemple de mettre en place les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, et ça permet aux femmes, au lieu de parcourir des kilomètres et revenir fatiguées, ou des petites filles, au lieu d'aller puiser de l'eau à des kilomètres, d'avoir l'eau, l'électricité à côté. Et ça leur permet vraiment d'aller à l'école comme tout le monde. Et de l'autre côté, les foyers améliorés, par exemple, c'est une manière de réduire le travail. Les gardes flexibles, les garderies flexibles d'enfants, c'est une manière de réduire la charge pour les femmes. Quand vous parlez de réduction de charges, est-ce que cela concerne uniquement les foyers, les ménages, ou les pouvoirs publics aussi sont bon, je n'ai pas fini le développement parce qu'il y a réduire, il y a redistribuer. C'est redistribuer, ça veut dire que l'État, au niveau des foyers, au niveau de l'État, et qu'au niveau aussi des collectivités locales et du privé, tout le monde doit y mettre la main. Au niveau des foyers, par exemple, il faut qu'on apprenne à nos enfants, qu'on les éduque, à ce qu'ils sachent que le travail qu'on appelle domestique, que ce soit balayé, que ce soit... On les éduque. Le travail de la nounou, ce n'est pas pour elle seule. Ce n'est pas que le garçon sera en train de jouer au ballon, la fille va puiser, non. Il faut qu'on les éduque. Le monde change. Il faut qu'on les éduque à cela. Et il faut qu'on explique aux hommes qui sont mariés qu'aujourd'hui, il faut mettre... Une seule personne ne peut pas faire ce travail. Il faut les aider. Au niveau de l'État, je l'ai dit tantôt, il s'agit de mettre en place des infrastructures, de mettre en place aussi une organisation qui puisse permettre aux femmes d'être allégées. Par exemple, le télétravail, c'est une manière de redistribution du travail domestique non rémunéré. Au niveau des collectivités locales aussi, il faut que les collectivités locales insèrent ce programme, le TDNR, dans leur budget communaux. Donc, redistribuer. Au niveau des privés, il faut que les privés permettent, par exemple, aux femmes de jouir d'un peu de liberté. Ce n'est pas qu'on leur réduit le travail là où ils travaillent, puisque le travail domestique non rémunéré concerne aussi bien les fonctionnaires que les femmes qui sont dans les zones rurales. Donc, il s'agit que tout le monde, ce n'est pas que les foyers, l'État et les structures privées aussi doivent aménager, doivent s'organiser de telle sorte que les femmes puissent se libérer et puissent aller apprendre autre chose. Par exemple, avec le télétravail, elle peut travailler à la maison et surveiller son enfant avec des organisations mises en place par des structures. Et elles peuvent, par exemple, les congés parentaux. Il faut, dans certains pays, en tout cas, pas encore au Bénin, mais ça vient. Le papa peut prendre le congé et permettre à son épouse d'aller travailler. Donc, ça dépend de l'organisation au niveau de l'État, du secteur privé,
pour que les femmes puissent en bénéficier. Parlons de la rencontre de demain, l'atelier qui s'ouvre demain. Madame Baba Moussa, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cet atelier? Bon, l'atelier de demain qui concerne le plaidoyer pour la reconnaissance du travail domestique non rémunéré. Donc, c'est un plaidoyer. Et au cours de cet atelier qui regroupe les pays, le Togo, au Bénin, il y a ACED, il y a ADEF Bénin, il y a l'association Cœur solidaire du Togo qui vient. Et nous allons discuter du travail de soins. Et il y aura des communications, un film documentaire qui plante le décor et des communications concernant le travail domestique non rémunéré et son impact sur les femmes, sur l'économie. Et on ira en travaux de groupe. Et c'est le résultat avec des thèmes spécifiques. Et toutes ces sommités qui vont être là vont nous faire des recommandations. Il y a des thèmes qui sont prévus. Oui. Et ils vont réfléchir et nous sortir des recommandations. Ce sont ces recommandations qui vont nous permettre d'ajouter, si je peux ainsi parler. On a déjà fait beaucoup d'activités. Donc, on va prendre les résultats de l'atelier de demain et on en fait un document unique. En fait, c'est important qu'on ait ce document unique de plaidoyer. Et c'est un plaidoyer, disons, ça va être transversal. Nous donnons ensemble nos données. On met en commun les données. On crée un document unique de plaidoyer. Et on essaye, au niveau des deux pays, de porter le projet que nous avons intitulé « Projet pour la reconnaissance, la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail domestique non rémunéré. » Alors, en tant que chef de file de ce projet et PCA, président du conseil d'administration de l'Association d'aide au développement des femmes du Bénin, comment comptez-vous peser de votre poids pour la prise en compte des recommandations qui sortiront de cet atelier de demain? Bon, je disais tantôt qu'il y a eu beaucoup d'ateliers. Et ACED Bénin et Association l'ONG Cœur solidaire du Togo et ADEF Bénin ont beaucoup travaillé sur le projet et reconnaître, réduire et redistribuer. On a beaucoup échangé, on a des résultats. Mais avant, il y a déjà des résultats qui sont là. Je vous ai dit tantôt que l'Institut des femmes, à travers la présidente, et le Conseil économique et social, tous les réseaux de femmes, je ne veux pas en citer au risque d'oublier, je l'ai fait tout à l'heure. Tous ces réseaux, on s'est mis ensemble. En fait, c'est pour créer un cadre de concertation et qui va nous permettre de porter le projet avec l'aide de toutes ces sommités pour que le projet soit porté et au plus haut niveau décisionnel, comme je le dis. Et ça permettra de prendre, quand il y a les députés, c'est les députés qui votent les lois, ils sont impliqués, donc on peut initier des lois avec leur aide. Et au niveau des organisations de défense des droits des femmes, de la société civile, ils vont s'impliquer et on peut aussi avoir d'autres initiatives qui peuvent nous permettre vraiment de porter et d'avoir le résultat. Le résultat aujourd'hui, c'est d'avoir une réforme législative, donc des lois. C'est d'avoir également une organisation telle que la charge de travail des femmes va être réduite, telle que la prise en charge sociale des femmes soit une réalité. Donc, ce n'est pas comme certains le pensent, non. On ne va pas payer nos femmes, non. Loin de là, c'est pour le bien-être social. C'est pour le bien-être du foyer, de la communauté.
c'est pour le bien-être de la femme. Vous le savez aussi bien que moi, que la femme est le pilier de la famille. Madame Mariama Babamoussa Soumanou, merci d'être passée sur ce plateau. On souhaite que demain, votre atelier démarre. Oui. Le temps ici est une denrée assez rare. En 30 secondes, quel message avez-vous comme mot de la fin? Eh bien, je vais dire que lorsque de grands hommes tels que Ban Ki-moon, tels que Kofi Annan, de grands écrivains, Seydou Badian, vous donne des citations sur la femme qui est le pilier de la société. La femme sans elle, c'est comme si vous avez une maison sans fondation. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient que les femmes, il faut les libérer leur potentiel pour qu'elles puissent vraiment concourir au développement inclusif de notre nation. Donc, j'invite toutes les autorités, en tout cas, d'abord, les remercier tous ceux dont j'ai parlé, c'est énorme. Les remercier et inviter d'autres personnes, notamment les collectivités locales, parce qu'il y a beaucoup à faire au niveau des collectivités, pour que le travail de domestique et de soins non rémunérés soit une réalité dans notre pays. Merci beaucoup, Madame Babamoussa Soumanou, d'être passée sur ce plateau. On souhaite plein succès à vos travaux. Merci. Et que la condition féminine dans notre pays, au Togo et en Afrique en général, s'améliore davantage. Merci. Merci. Allez, mesdames et messieurs, voici le moment de marquer une première pause réclame et vous revenez juste après. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé,
artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour en plateau pour parler culture et ce sera à travers la rubrique événements à la une. Événements à la une, Patrick Dossou, déjà sur ce plateau. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé et ce matin. Ça va super bien. Oui, ça va bien. Nous allons parler de 2 événements. 2 événements dont l'un va se dérouler dans moins d'1 mois et l'autre dans moins d'1 jour. D'accord. Oui. Alors, le premier événement dans moins d'1 mois, c'est un événement, le titre c'est Festaka, Festica, ou Festaka plutôt. Le festival de Taka. Le festival de culture, de savoir et de créativité. Un festival qui va se dérouler du 22 au 26 juillet et qui a pour base principale l'Institut Félicienne. Oui, c'est un institut qui va réserver sa place au festival, Institut Félicienne Vaudounon. Et pour en parler, nous avons avec nous la directrice des opérations de l'Institut Félicienne Vaudounon. Elle s'appelle Télé Oloa. Télé Oloa Oshumare. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Vous êtes la directrice des opérations pour cet institut. C'est quoi cet institut, Institut Félicienne Vaudounon? L'Institut Félicienne Vaudounon, c'est un institut culturel qui est à Bomeka-la-Vie. C'est un espace créatif, c'est un espace culturel là où les créatifs ont la possibilité de découvrir leur potentiel, de nourrir le talent qu'ils ont pour permettre aux talents de les nourrir plus tard. D'accord. Et cet institut va accueillir le Festaka. Le Festaka, c'est quoi, ce festival? J'ai parlé de festival de Taka. Taka, c'est la mémoire, c'est la tête, c'est tout ce qui est dans la tête. Oui, c'est quoi le Festaka? Le Festaka, c'est le festival des intelligences créatives. Festival des intelligences créatives. Et pour aller plus loin, et ce festival va constituer en quoi? Ce festival donne une plateforme pour que les talents, qu'ils soient au début, qu'ils soient moyens ou déjà au sommet de leur art, puissent s'exprimer. Donc, c'est un espace d'expression de talents artistiques. C'est ça le Festaka. Donc, et ça va se dérouler pour 5 jours, je crois. Oui, du 22 au 26 juillet. Du 22 au 26 juillet. Oui. Et quelles sont les activités qui sont prévues? Donc, nous avons au programme du Tradi Fitness, une caravane d'ouverture et des soirées artistiques sur les 5 jours. Donc, on aura des concerts, on aura des soirées stand-up comédie pour pouvoir exposer le talent de comédiens de plusieurs jeunes, connus comme inconnus encore. Nous aurons des orchestres sur le festival, des chorales, des artistes, etc. Des chorales, il y a une chorale qui est vaste. Oui, l'ensemble vocal des airs sacrés du Bénin. Oui, l'ensemble vocal des airs sacrés du Bénin. Alors, l'ensemble vocal, je fais un coucou à Léobard. Comment il s'appelle déjà, Léobard, le responsable? Monsieur Léobard Boyon, il est le promoteur de l'Institut. Oui, il est même le promoteur de l'Institut. Oui. Donc, ce festival va nous permettre de retrouver, de nous mettre au service de la jeunesse. Et la jeunesse d'Abomey-Calavi, précisément. Oui. Qu'est-ce qui est la base même? Qu'est-ce qui a poussé à instituer ce genre de festival? D'accord. Ce qui a poussé, la vision qui a donné naissance au Festaka, c'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de talents déjà dans notre commune, mais qu'on valorise davantage l'intelligence logico-mathématique.
notre système met plus en avant l'intelligence logico-mathématique, alors que les intelligences créatives sont une grande partie de l'intelligence, à part l'intelligence logico-mathématique. Ces vacances, déjà, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, pour qu'ils apprennent la robotique, ce qui n'est pas mauvais, tout ce qui est lié à l'intelligence logico-mathématique. Mais on a ressenti que tout ce qui est créatif, tout ce qui est expression artistique est un peu mis de côté. Ce qui, quand même, est une richesse dans notre société, est une richesse pour notre peuple. Donc, le Festaka a été mis en place pour mettre en lumière l'intelligence créative, les expressions artistiques au niveau des enfants, des jeunes comme des adultes. Madame Ochomaré, nous sommes en pleine vacances déjà. Les derniers examens ont pris fin. Les corrections du bac, c'est pour le lundi prochain. Alors, pour les vacanciers d'Abomey-Calavi et de la zone où se situe votre institut, quelle est la place de ces vacanciers-là dans le festival que vous organisez? OK. Donc, je citais tout à l'heure les activités qu'il y avait dans le festival. Nous avons le championnat du savoir et de la créativité, qui est un championnat pluridisciplinaire. On y a la dictée, le conte, génie en herbe et Scrabble. Donc, c'est là que se trouve la place des écoliers et des étudiants dans ce championnat. Donc, ils ont la possibilité de participer, que ce soit en dictée, en conte, en Scrabble et en génie en herbe. Ils sont en plein cœur du festival. Oui, quand vous citez ces compétitions-là, est-ce qu'il y a des maîtres de compétition, est-ce qu'il y a des coachs, est-ce qu'il y a des responsables qui sont chargés de ces compétitions? Oui, oui. Depuis janvier de cette année, nous avons des coachs pour chacune de ces disciplines à l'Institut. D'ailleurs, nous ne prenons pas à la légère ce pan de la chose parce qu'en Scrabble, par exemple, les enfants qui jouent au Scrabble à l'Institut sont entraînés par l'un des compétiteurs à l'échelle mondiale qui est béninois. Et en génie en herbe aussi, c'est pareil. Nous prenons des experts pour s'occuper des enfants parce que le plus important, ce n'est pas juste de rassembler des enfants pour qu'ils présentent quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, le but de l'Institut, c'est de faire découvrir des talents, de les nourrir pour permettre aux talents de nourrir ceux qui les portent. Donc, nous, à travers les experts, nous nourrissons les talents que nous voyons dans les enfants. Alors, quel sera votre mot de la fin pour pouvoir inviter le public, inviter les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi à participer au Festaka? D'accord. Je dirais que le Festaka, c'est le rendez-vous de tous ceux qui portent un talent et c'est aussi le rendez-vous de tous ceux qui aiment l'expression artistique. Donc, si vous portez un talent, que vous portez un talent ou que vous n'en portez pas, si vous aimez nourrir vos yeux de bonnes choses, le Festaka, c'est votre rendez-vous et on vous y attend. Oui, on vous y attend. Et le Festaka, on va rappeler donc le lieu et les dates de déroulement de ce festival, le Festaka. Oui. D'accord. Le Festaka se déroulera du 22 au 26 juillet 2026 à l'Institut Félicienne Vaudonon, qui est dans l'arrondissement d'Abomey et dans l'arrondissement de Togba à Calavi. Togba. OK, arrondissement de Togba à Calavi. Oui. Il y a un quartier... Le quartier Drabo. 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 Drabo, oui. Le quartier Drabo. Voilà, tout est dit pour le Festaka. Tout le monde y est invité pour nourrir le taka, enfin, le mine, enfin, l'intérieur. Oui, le taka, c'est ça. C'est ça, le taka. D'accord, vous me l'apprenez, mais c'est en quelle langue déjà, le taka? Le taka, en fait, c'est en fond, je dirais, c'est dans l'une des expressions du fond. Le fond, je dirais, familier. Le fongbe? Le fongbe, des jeunes, quoi. Alors, donc, c'est un argot, en fait. Oui, d'accord. Voilà, c'est argotique. C'est un langage argotique. D'accord. Allez, merci beaucoup, madame. On prend congé de vous. Oui. Vous allez céder votre place à un autre invité. Nous parlerons cette fois-ci, Patrick Dossou, d'un autre événement. Oui, un autre événement. L'autre événement, c'est le rassemblement des ressortissants, les ressortissants, je vais y arriver, de l'Atakora. Oui, le département de l'Atakora. Ces ressortissants qui se retrouvent souvent hors de leur contexte, mais qui vont se retrouver à Cotonou, qui vont se retrouver à Abomey-Calavi. Cotonou et Abomey-Calavi étant des villes cosmopolites. Oui, et ces ressortissants vont se retrouver et nous allons les installer avec cet élément que nous suivons, un élément qui montre ce qui va se passer.
mi senti kanya to da jan yoma da gang to ku to te ngamba ta maboruba dam patno kal timo patama bodo kwai to bayan de yara kwala yezi na tora bara de da abe kwa bote kana kan ti be to mo ba chogana Maya nama dama bere be to ne ya be yante ne to ko bani para banga kwadre yi patama ya mare mo le tabe jenga ye woni de sunuma. Voilà. De ce qui va se passer certainement lors de ces retrouvailles. Oui, ces retrouvailles. On est dans jour J-1. Oui. Oui, Dieudonné Dassakate. Oui. Vous êtes le promoteur de cet événement. Pourquoi avoir pensé à un genre de festival retrouvailles des ressortissants de la Takora? D'accord. Déjà, merci, Monsieur Patrick, pour cette chance que vous me donnez de passer sur votre plateau, sur ce beau plateau. Alors, pourquoi un événement qui rassemble les ressortissants de la Takora? Déjà, c'est parti d'abord de mon amour pour l'événementiel et ensuite d'un constat. Très souvent, lorsque nous traversons nos montagnes, nos frontières naturelles et que nous nous retrouvons ici en métropole, que ce soit pour des opportunités professionnelles ou pour les études, il n'y a pas forcément un cadre qui nous permet de nous retrouver et de partager ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, c'est-à-dire la culture. Très souvent, on est occupé par le quotidien, la pression de la vie et on oublie qu'on a quitté quelque part. Et donc, l'idée, c'est déjà de pouvoir rassembler toutes ces communautés-là qui ont quitté les montagnes et qui se sont retrouvées ici pour des opportunités, de se retrouver, de partager leur culture et tout ce qui va avec. Oui, se retrouver, partager la culture. Mais au-delà, quand on parle de la culture, c'est tout cet ensemble. C'est les danses, les chants, mais il y a autre chose qui s'ajoute, la nourriture, la gastronomie. Effectivement. Effectivement. Lors de ce rendez-vous, nous aurons également à déguster des plats typiquement locaux, des plats de la Takora. Et nous aurons également à faire la promotion du savoir-faire local, c'est-à-dire ce sera une occasion pour les entrepreneurs locaux qui s'essayent ou qui ont déjà réussi de venir se présenter et également de se créer un réseau en vue de pouvoir quand même accroître leur business. Voilà, entre autres, quelques activités qui seront... Alors, Dieudonné Dassakate, quand on parle des repas typiquement venant de la Takora, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Oui, bien sûr, il y en a tellement, mais je vais beaucoup plus parler des crêpes locales appelées typiquement, généralement, tipenti chez nous. Nous avons également du karanan, ça c'est en langue ouaman. C'est un semblant de gâteau fait à base de vanzo et c'est très délicieux et je pense qu'il n'y a aucun Atakorien qui dira qu'il ne connaît pas ce repas. Il y a également le wassa-wassa qui est connu de tout le monde. Qui a tendance à devenir désormais un plat national. Exactement, donc ce plat sera également disponible ce jour-là pour tous ceux qui adorent la culture de la Takora et qui aiment également tout ce qui a rapport à la culture en général. Le wassa-wassa, quand j'entends wassa-wassa, ça va être double, ça me fait penser à wachi. Le wachi, c'est à Takora aussi, non? Bon, le wachi, je pense que c'est consommé un peu partout, mais c'est beaucoup plus... Ici, on l'appelle le atassi, mais chez nous, l'appellation, c'est le wachi. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus un plat du septentrion. Donc, on va prendre un taxi pour l'atassi du nord, qui est le wachi. Alors, comment ça va se dérouler vraiment? Le lieu, est-ce que c'est simplement à Cotonou, à Calavi, c'est où? Comment ça va se dérouler? D'accord. L'année dernière, nous avions eu à faire la première édition qui s'était passée ici à Cotonou, non loin de l'avion Gâté. Et cette année, nous avons... À la plage? Oui, à la plage. La plage de Fijosé, non loin de l'avion Gâté, d'accord? Exactement. Oui. Et cette année, nous avons décidé de délocaliser l'événement et le rapprocher beaucoup plus de la population. Parce qu'en majorité, nos ressortissants résident beaucoup plus à Abomey-Calavi. Et donc, l'événement... Oui, voilà. Et donc, l'événement se tiendra à Abomey-Calavi dans un espace appelé à la plage, également, comme par coïncidence. De la plage à la plage, on se Exactement. Et cet espace est dans la zone de Kota, non loin de l'école de Faucon. D'accord. Ouais. Et tout le monde y est invité ou bien c'est seulement les ressortissants de la Takora? Non, pas du tout. C'est vrai qu'à l'entendement, on dira peut-être que ça concerne uniquement les ressortissants de la Takora, mais non. L'objectif, c'est de mettre en lumière tout ce qui est
tout ce qui est valeur, tout ce qui est patrimoine de l'Atakora. Et je pense que l'Atakora fait partie du Bénin et donc tous les Béninois sont invités à ce rendez-vous-là. Ceux qui ont envie de découvrir une autre belle facette du Bénin sont appelés vraiment à prendre part à ce rendez-vous-là. Alors, ces retrouvailles se positionnent comme un élément identitaire. Qu'est-ce que cela apporte au développement de ceux qui viennent de l'Atakora, bien de l'Atakora en lui-même, d'abord pour rejaillir sur le Bénin? D'accord. Déjà, je dirais de la fierté, d'abord. Une fierté, d'accord, de venir d'un milieu très riche de par ses cultures, de par ses paysages. Et je pense également que ça pourra aussi booster le tourisme, parce qu'il y a beaucoup qui entendent l'Atakora, mais qui ne savent pas, par exemple, que l'Atakora est le seul département, par exemple, dans lequel on peut dénombrer plus d'une dizaine d'ethnies. Dans l'Atakora, vous retrouvez des Ouamans, dont je suis un digne fils, des Betamariba, des Yomon, des Dendi, des Bariba dans les 2 capés, des Groumantiers, donc assez d'ethnies, des Natemba. Donc, ce sera un rendez-vous qui pourra vraiment permettre aux gens de comprendre que quand on dit l'Atakora, ce n'est pas une seule ethnie, c'est toute une variété et c'est beaucoup de choses qui pourront vraiment booster le développement de cette région-là qui semble un peu oubliée. On pense souvent à Atakora 800 mètres, c'est tout ce qu'on dit. Exactement. Atakora 800 mètres, mais on oublie qu'il y a aussi les Tata et tout le reste. Justement. Donc ce sera un moment pour tout l'ensemble des Béninois d'avoir envie de découvrir ce beau département-là. Eh bien, on va donc rappeler le lieu et la date. Oui, voilà, le lieu et la date, c'est ça le plus important de cet événement-là. D'accord. Alors, cet événement se tiendra le samedi prochain, c'est-à-dire le 27 juin. Oui, après-demain. Et se tiendra au niveau d'un espace appelé à la plage. Et ce n'est pas loin de Faucon. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Abomey-Calavi. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Faucon, on n'est pas loin. Dès que vous êtes au niveau du collège Faucon, cet espace est à peine à 100 mètres de l'école. Le rendez-vous est pris alors, Patrick. Oui, on y sera et on va déguster du waché, du wassa-wassa et comment vous appelez ça déjà? Du tipenti. Du tipenti. 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 Oui. Tipenti. Et il y aura aussi la danse tipenti. D'accord. Ah, d'accord. Après avoir fini de manger du tipenti, on va danser du tipenti. Allez, merci beaucoup, cher ami. Merci de nous offrir donc cette belle opportunité de découvrir nos frères et sœurs de l'Atakora. C'est vrai qu'on parcourt le pays, la profession oblige, nous parcourons le pays pratiquement chaque année lors de nos productions, lors des reportages, lors d'un certain nombre de choses. Mais se retrouver en convivialité, en pleine ville et essayer de voilà, c'est pas tout le temps que ça arrive. Voilà. Et donc, belle fête à vous. Merci. Et vous êtes invités. Hein. Merci beaucoup. Samedi prochain, on sera de la partie. Merci. Patrick Diossou, demain, nous, on est ensemble ici. On est ensemble. En attendant d'aller festoyer avec nos amis de l'Atakora le samedi, on est là demain d'abord. Oui, on est Parfait. là. Mesdames, Messieurs, voilà, votre émission va se poursuivre et après les événements à la une, vous savez que le Bénin évolue, le Bénin avance sur tous les plans. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir à travers un sujet que nous propose Jennifer Sativi et Kekpon, voilà, et qui nous parle de la route de l'esclave. Un événement culturel, un espace culturel qui nous rappelle la mémoire, qui rappelle un peu ce qu'ont vécu nos ancêtres, nos aïeux déportés de l'autre côté de la mer. Replonger dans cette mémoire, dans cette histoire pour ne pas oublier d'où nous venons et surtout nous orienter valablement, dignement et résolument debout vers le développement de notre nation et du tourisme également. Mesdames, Messieurs, voici Bénin en mouvement. Nous sommes au cœur de Ouida, précisément à Zongodji, au centre d'interprétation historique. Un lieu de mémoire, de spiritualité et de découverte culturelle. Un lieu où l'on revit l'histoire poignante de l'esclavage. Allons découvrir ensemble ce musée.
Ils étaient des hommes, des femmes, des enfants. Ils avaient des noms, des familles, des rêves. Puis un jour, leur destin a basculé. À Zumboji, dans la commune de Ouida, l'histoire reprend vie. Entre ces murs, le temps semble s'être arrêté. Chaque statue, chaque regard, chaque scène reconstituée raconte une souffrance que les livres peinent parfois à traduire. Là, nous sommes sur l'espace esclavage. Vous avez devant vous une représentation de la prison de Zumboji. Dans la prison, nous voyons des captifs qui sont maltraités par leurs frères noirs qui étaient sous les ordres des colons. Toujours à Zumboji, dans cette prison-là, il y avait la chambre noire. La chambre noire, c'est la chambre où on mettait la tête des captifs qui se révoltaient. Ceux qui essayaient de s'enfuir, qu'on attrapait, on les égorgeait, on gardait leur tête et on jetait le reste de leur corps à la fosse commune. Dans la prison, les captifs mangeaient une fois chaque 2 jours. Et ils mangeaient quoi? Du pain sec avec de l'eau qu'on les amenait. Il y avait des gens qu'on appelait les radias ou les raids. C'était des personnes qui étaient chargées de rentrer dans les maisons à Zumboji et de séparer les hommes de leur famille, les femmes de leurs enfants, d'arracher les enfants, de séparer les familles quand même, de les amener dans la prison et les soumettre aux travaux dirigés. Là, vous avez la scène d'une maman qui est en train de faire stop à un raid. Voilà, un razzia, ne touchez pas à mon enfant. Très touchant, voilà. Très émouvant. C'est fini. Mais quand même, ça se faisait. Oui. Même ça mène. Non, ça n'empêchait rien. On prenait quand même l'enfant. Le cœur de voilà. Maman qui parlait. On les séparait de leur enfant. Ils ne se voyaient plus. Ils étaient toujours dans la prison, mais c'était vraiment une grande case. Ils ne se voyaient pas constamment. Voilà. Et les représentations des enfants ici. Oui, c'est pour dire que les enfants aussi étaient dans la prison, ils étaient maltraités. On les mettait aux travaux dirigés, on les forçait à faire les trucs qui dépassaient leur âge. Les plus révoltés, bon, on les enchaînait comme ça en guise de punition. Oh là là. On n'y était pas, mais ça nous replonge un peu dans l'histoire de ce qu'ils ont vécu, ces captifs-là. À Zumboji, il y avait un jour de marché. Le jour où le monsieur assis là-bas, qu'on appelle Nicolas V, alias Yovogan. On dit Yovogan, mais ce n'est pas un Yovo, ce n'est pas un colon, c'est un noir. C'est lui qui venait au jour du marché et qui faisait le tri, il faisait l'échange. C'est lui que Tchatcha Ier envoyait parce qu'il était intermédiaire entre Tchatcha Ier et les colons. Voilà. Quand il arrivait dans le marché à Zumboji, le vendeur qui était aussi un gardien, le gardien des Noirs, le gardien des prisonniers, c'est aussi un Noir. Donc c'est lui qui faisait sortir les quelques prisonniers qui le les présentent. Il disait quoi? Il est en santé, il est robuste, il est fort, il peut marcher et continuer jusqu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les captifs qui étaient malades, on ne les achetait pas. On ne les échangeait pas. Ils ne servaient plus à rien. Parce qu'ils n'auront pas la force. Morts ou pas, on les jetait à la fosse commune. Nicolas V, Yovogan, il faisait échange des captifs avec quoi? C'était des objets. Ce n'était pas de l'argent. C'était rien que des objets tels que les miroirs, les peignes, les chapeaux, les coris, les lunettes, nos bijoux, voilà, les habits, les chaussures, etc. En fait, c'était des objets qui avaient de la valeur en ce temps-là et qui valaient même plus que de l'argent aujourd'hui. Voilà. Donc, quand ils faisaient le tri, hommes comme femmes, on les alignait et on les enchaînait. On enchaînait leurs deux bras, comme ça, soit devant, soit derrière, et ils marchaient d'ici jusqu'à la porte du non-retour. C'est une représentation des esclaves à moitié libérés, des esclaves déchaînés, hommes comme femmes, qui ont su avoir leur liberté eux-mêmes. Parce qu'il y en avait qui se révoltaient, qui s'enfuyaient avec les chaînes autour de leurs doigts, pour signifier qu'ils ne sont pas totalement libérés, qu'ils sont toujours sous l'emprise. Tout ceci est lié à l'esclavage moderne aujourd'hui. Ah oui. Voilà, c'est là où on rentre maintenant dans l'esclavage moderne. Voilà. Et ces images-là nous appellent à continuer à toujours lutter contre
une sorte de maltraitance. De domination, voilà. toutes sortes de domination, dans notre d'oppression, entourage. quelle qu'elle soit, quoi. Lors de l'esclavage, les enfants aussi étaient des captifs. Ils étaient maltraités au même titre que les aînés. Parce que déjà que les aînés mouraient, c'était aux enfants de prendre le relais. Ils étaient déscolarisés, ils n'avaient pas la vie, ils n'avaient pas le droit à l'épanouissement. Bien sûr. Voilà, et donc cette représentation, cette scène nous appelle aujourd'hui à continuer à lutter contre la maltraitance des enfants dans les foyers. On voit là une représentation parfaite de la souffrance des enfants victimes de maltraitance sous diverses formes. Quand on leur coupait les membres comme ça, c'est de cette manière-là qu'ils buvaient agonisaient. Voilà, ils agonisaient. Et on leur donnait aussi de l'eau parce qu'il n'y avait plus de membres pour pouvoir manger, pour pouvoir s'en servir. Donc, ils écaquaient la bouche comme ça et on leur mettait de l'eau. Il y a aussi les handicapés aveugles comme les sourds-muets, voilà, qui subissaient aussi la sorte de maltraitance qui était toujours dans l'esclavage. Là, c'est une représentation des captifs après la porte du non-retour. Arrivé à la porte du non-retour, il y avait 2 navires. Une pour les captifs et une pour les colons. Donc les captifs s'entendaient entre eux, ils complotaient entre eux et ils se disaient, arrivés au beau milieu de la mer, nous allons renverser notre navire, histoire de nager et de pouvoir s'enfuir, nous enfuir. Voilà. Donc au cours de cet acte, malheureusement, il y avait certains qui étaient déjà faibles, du coup ils se noyaient et mouraient. Ils n'arrivaient pas à revenir en arrière. Mais quand même, il y a d'autres qui revenaient en arrière sur la terre de Ouidah. Et quand ils revenaient comme ça, ils ne restaient plus sur place. Puisqu'ils restaient sur place, on les rattrapait, on les tuait. En même temps, c'était la fosse commune. Du coup, ils s'enfuyaient, ils s'éparpillaient. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans certaines familles ici à Ouidah, d'autres disent nous sommes d'origine Ouidah, mais à cause de l'esclavage, de la guerre, nos parents se sont éparpillés et se sont réfugiés à tel ou tel endroit. Alors ici, nous sommes au niveau de l'arbre de retour. Vous voyez, on vient de quitter la case de Zomoyi. Les captifs, une fois quittés de la case de Zomoyi, ils vont prendre 2 chemins. Il y a le premier chemin qui est la fosse commune pour les plus faibles et il y a cet arbre-là qui est l'arbre du retour. Les captifs, hommes comme femmes, doivent tourner 3 fois tout autour de cet arbre-là, comme ça. Tourner 3 fois, hommes comme femmes, c'est pour pouvoir assurer leur retour spirituel. C'est ce que cela représentait pour eux. Oui. Ici, ce n'est pas un retour physique. On dit l'arbre de retour, mais ce n'est pas un retour physique, c'est un retour spirituel. Parce que ici, chez nous en Afrique, on dit, peu importe si tu nais, si tu es noir de peau et que tu nais sur la terre de tes ancêtres, peu importe là où tu vas, ton esprit doit revenir sur la terre de tes ancêtres une fois mort. Et c'est l'avant-dernière étape avant la porte du non-retour. D'accord, donc il faut quitter l'arbre du retour pour aller vers la porte du non-retour, aujourd'hui appelée la porte du retour. Et si des visiteurs venus des Caraïbes, des Amériques ou d'Europe, ou même d'Afrique, comme Hippolyte, parcourent ces milliers de kilomètres pour retrouver la trace de leurs ancêtres, ce lieu rappelle aussi aux Africains l'importance de se réapproprier cette histoire. Monsieur Hippolyte, vous êtes burkinabé et ici on est à Ouidah, précisément à Zongboji. Vous avez un peu fait le tour. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme sentiment ici présent avec tout ce que vous avez vu sur l'histoire du pays? J'avais suivi l'histoire de l'esclavage sur les bancs de l'école, ensuite dans les livres. Et lors de ce séjour au Bénin, à Cotonou, j'ai eu envie de toucher du doigt effectivement tout ce qui s'est dit. Ouais. Et vraiment, j'ai été très impressionné. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, va très au-delà de ce que j'avais appris et ce que j'avais lu. Et aujourd'hui, je trouve que l'esclavage, effectivement, a été quelque chose de très, très douloureux pour nos peuples.
très très difficile à imaginer. Et je crois que chaque Africain a besoin de connaître cette histoire. Chaque Africain a besoin de toucher du doigt les réalités, effectivement, de l'esclavage, de cette période très très difficile. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'à la sortie de cette visite, je ne suis pas révolté. Parce que je me dis que je suis apaisé. Je crois qu'il faut l'assumer. Il faut travailler à ce que ce genre de choses ne se répètent pas. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Il n'est pas nécessaire de se révolter, de croire que d'autres doivent payer en retour. Non. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse effectivement tirer ce qui est bon de tout ce qui s'est passé et faire en sorte que cela n'arrive plus. Et que surtout ceux qui sont partis, leurs descendants, puissent vraiment revenir, se sentir chez eux. Qu'est-ce que nous faisons pour les accueillir? Qu'est-ce que nous faisons pour leur donner l'envie de revenir au pays? Et après tout ce que vous avez vu de la manière dont aujourd'hui le Bénin raconte son histoire, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est un sentiment de fierté. Je crois que le Bénin a choisi la belle voie. Merci. Valoriser cet héritage et donner envie à chaque Africain de l'accepter. Et donner envie à ceux qui sont aujourd'hui aux États-Unis, au Brésil et autres, de revenir et de se sentir chez eux. Voilà, je crois que c'est le plus important. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une belle visite, une belle suite de visites. Merci. Et bien de choses aux gens de là-bas, au Burkina. Merci. Les hommes et terres. Merci à vous. Ces hommes et ces femmes représentés ici ne peuvent plus marcher vers les navires négriers. Leur souffrance appartient désormais à l'histoire, mais leur mémoire, elle, nous appartient. Et tant que nous continuerons à la faire vivre, une certitude demeurera. Plus jamais un être humain ne doit être réduit à une marchandise. Merci à vous, Saint-Iche Quincmon, pour cet émouvant élément. Et oui, notre histoire, on ne la regrette pas, on ne la rejette pas et on n'est pas animé de vengeance non plus. On est plutôt animé de reconnaissance, puisqu'aujourd'hui, tout le monde accepte et comprend la chose. Mesdames et messieurs, ce que nous acceptons ici tout de suite, c'est une pause et on vous revient juste après. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifiée. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas.
Oui, je t'envoie les photos. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Retour plateau, mesdames et messieurs, pour parler, bien évidemment, à l'heure là de votre santé. Voici Instant Santé. Instant Santé, aujourd'hui, nous parlons également et évidemment de votre santé avec Christelle Ediacho-Tongoro, déjà sur ce plateau. Christelle, bonjour. Alain, bonjour. Et ce matin? Ça va super bien. Ce matin, vous décidez de parler de quoi pour nos téléspectateurs? Aujourd'hui, on parle du dépistage, sinon l'importance du dépistage de la drépanocytose. Comme vous le savez, nous sommes en juillet et tout le mois de juillet est dédié à cette maladie génétique. D'ailleurs, le ministère de la Santé a initié une vaste campagne gratuite de dépistage de la drépanocytose qui mobilise une foule très importante déjà. On en parle avec notre invité, M. Michel Deroumont, qui est biologiste avec nous. On revient justement, il revient avec nous bien évidemment sur cette maladie génétique qui peut être évitée. Mais avant, que pensent les jeunes du dépistage de l'électrophorèse de l'hémoglobine? J'y arrive. On va le découvrir à travers cet élément de Génial Afouda Mosiagouka. Ça me permettra de mieux choisir mon partenaire, de bien vivre. Il est important de connaître son statut parce que dans les relations amoureuses, si cela aboutit éventuellement à une grossesse, il faut savoir si cette grossesse va donner un enfant drépanocytaire ou non. J'ai eu vent du message de l'information à travers un groupe de classe. Je suis venu le faire pour connaître mon statut. Monsieur Deroumont, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Christelle. Alors, les jeunes ont commencé à le dire dans l'élément que nous venons de suivre. Connaître son statut drépanocytaire peut-il réellement changer le destin d'une famille? Bien sûr. Connaître son statut par rapport à la drépanocytose permet notamment de pouvoir prendre des décisions en avance, de pouvoir anticiper afin d'éviter d'avoir une famille avec des enfants atteints de cette maladie qui peut être assez grave. Expliquez-nous réellement le dépistage, en quoi est-ce qu'il consiste réellement? Alors, le dépistage de la drépanocytose, il s'agit en fait d'un test biologique qui permet de déterminer le type d'hémoglobine qu'une personne a dans son organisme. L'hémoglobine, en fait, est la protéine qui permet de transporter l'oxygène au niveau des différents tissus dans l'organisme. Donc, c'est une molécule très importante dans le corps. Donc, le dépistage de la drépanocytose permet de connaître la forme de l'hémoglobine que l'individu a dans son corps. Donc, autrement dit, M. Deroumont, sur le plan biologique, le dépistage révèle réellement un test de dépistage révèle réellement ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, même si le patient paraît en bonne santé. C'est ce que vous nous dites. Oui, justement, parce que l'hémoglobine peut avoir diverses formes et une même personne peut en avoir deux. Si la personne présente une forme normale, elle n'aura pas de soucis de santé. Mais il y a également les porteurs sains qui peuvent porter une des formes anormales et avoir un état de santé parfaitement sain. Donc, il est important de faire ce dépistage-là parce que l'état apparent ne garantit pas forcément qu'on est exempté de cette maladie-là. D'accord. Alors, M. Deroumont, moi j'ai envie de vous demander, oui, dites-moi. À quel moment de la vie l'on devrait prioritairement décider de connaître son état d'électrophorèse, par exemple? OK. Idéalement, c'est important de le faire tôt, généralement dans l'adolescence. Déjà, à cette période-là, l'individu devient de plus en plus actif dans la vie. Donc, connaître son statut à ce moment-là lui permet de faire des choix
raisonner, de ne pas réagir de façon émotionnelle ou sous la pression sociale lorsqu'il se retrouve en fait devant certaines situations. Ça permet à la personne de se connaître, de savoir ce qui lui correspond et d'avoir une vie d'une meilleure qualité. Alors, est-ce qu'il est fréquent dans la pratique d'observer, par exemple, des erreurs liées à une mauvaise interprétation du résultat? Est-ce que ça vous arrive souvent en tant que biologiste? Alors, il n'y a pas de risque zéro. On peut effectivement réaliser le test et il peut se produire en fait des erreurs liées peut-être à des biais lors de la phase préanalytique, c'est-à-dire il peut y avoir peut-être une mauvaise identification de l'échantillon, peut-être qu'il y a permutation de résultats, ça peut arriver, on ne le souhaite pas. En même temps, ça c'est le côté préanalytique, il peut également y avoir des erreurs lors de la manipulation, même lors de la phase analytique, ou peut-être si la méthode n'est pas parfaitement maîtrisée par le technicien ou autre chose. Il peut également y avoir des erreurs liées non pas à la manipulation, mais à l'individu même qu'on est en train de tester. Par exemple, dans le cas d'une transfusion sanguine récente, il peut y avoir une perturbation des résultats, c'est-à-dire on a transfusé l'individu il y a à peine quelques jours et on fait un test électrophorèse. Il peut y avoir un mélange entre le sang du donneur et le sang du receveur. Mais il y a également des cas d'hémoglobinopathie, des maladies de l'hémoglobine qui rendent un peu compliqué la détection de la forme d'hémoglobine dans le sang de l'individu. Et quelles sont justement les erreurs, enfin les conséquences ou sinon les revers de ces erreurs-là sur le patient? Alors, sur le patient, imaginez, vous allez faire un test de dépistage du VIH-Sida et qu'on dit que vous êtes positif. Là, tout de suite, ça crée une certaine charge mentale, ça crée des préoccupations à long terme, mais il peut s'agir d'un faux positif ou d'une erreur diagnostique. Bien sûr. Et quand on ne confirme pas pour voir que effectivement la personne est négative, ça va créer des soucis. Donc, en fait, ça peut avoir des répercussions sur la manière dont l'individu va considérer son propre état de santé, sur la manière dont il va se comporter à l'avenir. Donc, il est important de réaliser le test de dépistage de la drépanocytose dans des laboratoires qualifiés avec du personnel compétent. Et lorsque ces erreurs-là surviennent, est-ce qu'on peut encore les rattraper en misant sur des soins, sur des traitements spécifiques? Alors, lorsque l'erreur est commise et qu'on donne un résultat, par exemple, de maladie à un individu, et que peut-être il ne se sent pas, il ne se voit pas avoir des symptômes, il faut faire un test de confirmation afin de pouvoir connaître effectivement le véritable statut de l'individu. Mais là, c'est quand le traitement n'est pas encore initié. Oui, lorsque le traitement n'est pas encore initié. Mais lorsque le traitement est initié, généralement, ce sont des traitements qui permettent en fait d'atténuer les effets de la maladie. Il n'y a pas de traitement correcteur, en tout cas pas jusqu'à cet instant où nous parlons. Donc, ce sont généralement des traitements pour atténuer les douleurs, pour fluidifier le sang, pour permettre en fait à l'hémoglobine d'atteindre les tissus les plus isolés dans le corps. D'accord. On recommande de connaître son statut avant le mariage. D'un point de vue médical, pourquoi est-il préférable d'anticiper justement bien avant cette étape? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la drépanocytose pendant le processus de mariage, mais effectivement, il est bien de le connaître plus tôt parce que le dépistage de la drépanocytose n'est pas seulement un outil de préparation au mariage, mais c'est également un outil de prévention et d'éducation à la santé. Connaître son statut plus tôt nous permet en fait de pouvoir avoir un dialogue au sein d'un couple, par exemple, afin de pouvoir prévoir en fait le projet de grossesse bien avant l'étape de mariage. Ça permet en fait d'anticiper et de prendre des décisions vraiment raisonnées. Et de ne pas être égoïste. De ne surtout pas être égoïste. Voilà. Alors, lorsque à l'examen, le résultat donne par exemple un AA, AS ou même SS, qu'est-ce que ça implique pour la personne concernée, M. Deroumo? Pour la personne concernée, un résultat AA, c'est la forme d'hémoglobine normale qui est la forme A. Et nous avons généralement deux formes malades qui sont la forme S et la forme C. Une personne AA, elle est parfaitement saine. Elle n'a pas le trait de drépanocytose, donc elle va vivre une vie normale par rapport à cette maladie-là. Une personne AS, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un hétérozygote. Donc c'est une personne qui a
un gène sain et un gène malade. Cette personne-là, ce sont ce qu'on appelle les porteurs sains, en fonction du niveau de répartition de la part normale et de la part malade. Donc, généralement, ces personnes vont vivre une vie normale comme s'ils n'étaient pas malades. Mais le risque ici, c'est qu'ils peuvent transmettre la maladie à leur descendance si le conjoint ou le partenaire également présentait l'un des traits malades. La personne SS, c'est le drépanocytaire majeur. C'est-à-dire, c'est celui qui fait la maladie, celui qui souffre de la maladie, celui qui a vraiment un état de santé apparent, faible, grabataire et qui doit être suivi avec un processus spécialisé selon en fait les pathologies qu'il présente par rapport à cette maladie. Monsieur Daoumou, dans le feu de l'amour, les jeunes n'ont pas souvent le temps de penser à ce que vous, agents de santé, vous appelez compatibilité ou incompatibilité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les notions de compatibilité et d'incompatibilité? Très bien. Alors, comme je le disais, une personne porte deux formes de l'hémoglobine, soit la forme saine en double, soit une forme saine, une forme malade, soit deux formes malades. Alors, en termes de compatibilité, lors de la reproduction, lorsque deux individus se mettent ensemble, chacun d'entre eux envoie une partie à la descendance pour chaque enfant de façon aléatoire. Donc, une personne qui est saine, c'est-à-dire qui est AA, peu importe ce que son partenaire a, d'une façon ou d'une autre, lui ou elle va forcément donner une portion A. Donc, lorsqu'on se retrouve avec deux personnes qui sont AA, là, le risque de maladie est complètement écarté. Lorsqu'on se retrouve avec une personne... C'est-à-dire que deux personnes, un homme et une femme, AA, ne sauraient faire des enfants malades. Aucunement. Ils auront juste des enfants AA. Absolument. OK. Donc, une personne AA avec une personne AS. Il n'y aura pas de trait de maladie également. Au pire, on aura un AS, mais il y a plus de chances d'avoir des AA dans la famille. Le problème se pose lorsqu'on se retrouve avec deux personnes hétérozygotes qui sont porteurs sains. Deux personnes AS, deux personnes AC ou un AA, ou un AS et un AC. Il y a 25% de chances qu'on retrouve des enfants qui vont faire la maladie, c'est-à-dire qui seront SS ou SC. Donc, si on a deux parents AS, il y a 25% de chances qu'on se retrouve avec un enfant SS. C'est de même lorsqu'on a un parent AS et un autre parent qui est SS, là, il y a carrément 15% de chances que les enfants tombent gravement malades de cette maladie. Donc, en fait, la compatibilité ici, c'est de connaître le statut des parents avant le projet de grossesse pour connaître les probabilités de survenue d'un enfant malade afin de pouvoir prendre les dispositions médicales adaptées. Très bien. Donc, la meilleure combinaison possible, c'est AA, c'est ça? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais souvent, certains disent, et les SS, qui va les marier? Est-ce qu'ils ne doivent pas faire d'enfants? Mais dans une société, si on lutte pour que tout le monde soit en bonne santé, ce n'est pas la peine de faire venir des enfants au monde et après d'emballer toute la famille dans des souffrances qui ne finissent pas ou bien qui finissent par ce qui est moins souhaitable. Oui, effectivement. L'idéal, c'est de prévenir plutôt que de guérir. C'est ça. Parce que déjà, c'est une maladie qui ne se guérit pas, donc on fait avec. D'accord. Et comme je le disais au début, le gouvernement a initié une vaste campagne de dépistage au plan national de l'électrophorèse de l'hémoglobine, déjà qui a mobilisé une foule considérable. Quel est le message derrière cette initiative, de votre point de vue? Selon moi, le message derrière cette initiative, c'est que plus on a accès à l'information tôt, mieux on se prépare à vivre une vie d'une meilleure qualité. Nous avons malheureusement, il y a quelques décennies, pas pris très au sérieux cette maladie parce que nos grands-parents n'avaient pas forcément la bonne information. Mais aujourd'hui, l'information est accessible et on voit l'engouement avec toute cette foule-là qui s'était déplacée. Moi-même, j'ai fait un tour sur les lieux, il y avait plus de 400 participants. Donc vraiment, c'est quelque chose que les gens comprennent davantage aujourd'hui et savent qu'il est important de connaître son statut quand on est jeune afin de ne pas, justement, comme le disait monsieur tout à l'heure, se créer des problèmes plus tard.
important de connaître son statut quand on est jeune, vous l'avez dit, mais le dépistage néonatal est de plus en plus recommandé. Pourquoi exactement? Le dépistage néonatal est effectivement beaucoup plus recommandé parce que ça permet de connaître en fait le statut du nouveau-né avant l'apparition des premières complications. Ça permet de mettre en place un suivi médical spécialisé pour l'enfant lorsqu'il est malade. Ça permet également de fournir aux parents une éducation en santé par rapport aux signes d'alerte, par rapport à la prise en charge de l'enfant à la maison, avant l'hôpital en cas de crise. Et également, ça permet d'assurer une vie d'une meilleure qualité à l'enfant en adaptant le traitement pour qu'il puisse vivre plus longtemps. Et puisqu'on parle traitement, au vu justement des progrès de la science, de la biologie médicale, je peux le dire comme ça, peut-on noter de votre point de vue une amélioration de la prise en charge, sinon de la détection de la maladie? Absolument. Beaucoup plus vite que les années antérieures. Bien sûr, avec le progrès technologique, les avancées en matière de recherche, aussi bien au niveau biologique, au niveau analytique et au niveau thérapeutique, nous avons des méthodes de dépistage plus accessibles, plus rapides, plus fiables et également des thérapeutiques qui permettent d'assurer une meilleure vie et plus active pour les personnes malades qui aujourd'hui, grâce à Dieu, vivent plus longtemps qu'il y a quelques décennies. Oui. D'accord. Et pour finir, la réponse, elle est évidente, certes, mais je vous la pose quand même. Dites-nous, quel est le plus gros risque aujourd'hui entre vivre justement avec la drépanocytose ou vivre tout simplement sans connaître son statut drépanocytaire? Alors, vous l'avez dit, la réponse, elle est évidente. Comme il est écrit dans la Bible, on peut périr faute de connaissances. L'ignorance peut entraîner des conséquences graves sur le long terme. Il est mieux de connaître son statut drépanocytaire plutôt que de vivre avec la maladie. Il y a des personnes qui disent il n'y a pas de problème, on aura les moyens de prendre soin de l'enfant et tout, mais ils n'imaginent pas la charge émotionnelle, la souffrance mentale que ça peut être de chaque fois s'endormir en se disant que peut-être son enfant ne va pas se réveiller. L'idéal, c'est de connaître son statut d'avance afin de pouvoir prendre des décisions éclairées par rapport à son projet d'enfant, un projet de grossesse, afin de pouvoir vraiment protéger les générations futures contre cette maladie-là que nous le souhaitons disparaîtra d'ici là. On le souhaite vivement et ça tient lieu de mots de la fin. Monsieur Deoumo, merci infiniment d'être passé nous voir sur ce plateau. On aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres thématiques, pourquoi pas. Alain, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Christelle, merci Monsieur Deoumont. S'il y a un vœu à faire, c'est de demander aux autorités de prolonger cette campagne afin que plus de personnes puissent vraiment aller connaître leur état comment vous l'appelez ça déjà? Le statut. Le statut drépanocytaire. Drépanocytaire. Oui. Fait l'analyse de l'électrophorèse, voilà, de l'hémoglobine, afin de mieux se préparer dans la vie et aller un peu plus loin. Allez, merci Monsieur Deaumont. Revenez à la maison quand vous voulez. Ce sera avec plaisir qu'on va vous accueillir. Avec plaisir. Merci. Fidèle au poste, Ulvaïus Balogun assure la revue de presse. Ulvaïus, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Pour sa première visite en dehors de l'Afrique, le président de la République, Romia Douadagni, était hier au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Tout à fait, Alain. Une visite à Bruxelles pour sceller un nouveau chapitre de relations bénino-Union européenne. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs à la une du journal L'Autre Quotidien. Le journal L'Autre Quotidien explique que cette visite intervient dans un contexte géopolitique marqué par une redéfinition des alliances africaines. Un déplacement vers l'Europe qui constitue un signal clair donné par le Bénin qui entend diversifier ses partenariats tout en maintenant une ligne de souveraineté assumée et de pragmatisme économique. Selon le quotidien, reçu par le président du Conseil européen Antonio Costa, leurs échanges ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, à savoir attractivité des investissements, transition énergétique, économie numérique, sécurité alimentaire
alimentaire, formation professionnelle, changement climatique et jeunesse. Le journal La Cloche en parle également au titre « Visite du président du Bénin, président béninois au Conseil européen à Bruxelles. L'Union européenne et le Bénin consolident leur coopération stratégique ». Le quotidien évoque les échanges avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, échanges qui ont permis de rappeler l'attachement de l'Union européenne à ses relations bilatérales avec le Bénin et la solidité de ce partenariat sur la base de confiance mutuelle, de prédictibilité et d'investissement économique à long terme. Ensemble, l'UE et le Bénin partagent des objectifs communs tels que l'éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif, ainsi que la paix et la stabilité dans la région de l'Afrique de l'Ouest, précise ce journal. Le Matin va au cœur de la rencontre de Bruxelles et nous apprend que les échanges ont porté sur la finance durable et la Global Green Bond Initiative, un instrument censé mobiliser jusqu'à 20 milliards d'euros de capitaux privés. Le journal titre « Le Bénin se positionne pour capter les financements verts européens ». Derrière les déclarations d'intention, précise le journal, il y a des chiffres. Et celui qui a circulé avec insistance dans l'entourage des deux délégations tient en deux mots 20 milliards. C'est le montant que l'Union européenne ambitionne de mobiliser en capitaux privés à travers sa Global Green Bond Initiative, l'initiative mondiale relative aux obligations vertes. Premier pays africain à avoir émis une obligation eurobond entièrement dédiée aux objectifs de développement durable, le Bénin se place ainsi parmi les pays les mieux positionnés pour en bénéficier. La nation revient sur le sujet et titre 3 nouveaux points de coopération fixés, notamment économiques, sécuritaires et technologiques contemporains. Peut-on donc lire à la une du journal La Nation. Ulvaïs Balogun, on parle à présent de réforme institutionnelle dans notre pays avec la modification de la loi sur le médiateur de la République. Tout à fait, une réforme institutionnelle qui met désormais le Conseil économique et social au cœur de la nouvelle médiation républicaine. C'est le journal L'Autre Quotidien qui en parle. Désormais, les fonctions de médiateur seront exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social, CES, explique le quotidien qui précise qu'au-delà de son aspect juridique, cette réforme traduit une nouvelle organisation des mécanismes de dialogue entre les citoyens, l'administration et les institutions. En rattachant cette fonction au Conseil économique et social, le législateur ouvre une nouvelle étape dans l'organisation de la médiation publique au Bénin, poursuit le journal. Fraternité de renchérir, réforme qui allège les charges de l'État, le CES absorbe le médiateur de la République. Le journal explique que le choix de faire porter cette responsabilité par le premier vice-président du CES traduit une volonté de mutualiser les ressources publiques et d'éviter les coûts liés au maintien d'une structure administrative distincte. La fusion fonctionnelle actée permet de regrouper des missions au sein d'une même institution, réduisant ainsi les doublons administratifs. De plus, explique le journal, la décision des députés s'inscrit dans une logique de maîtrise des finances publiques. En supprimant les coûts liés à l'existence d'une administration autonome de médiateurs de la République, l'État réalise potentiellement des économies qui pourront être réaffectées à d'autres priorités nationales. En clair, il s'agit de privilégier une gestion plus sobre des ressources publiques sans remettre en cause les missions de service aux citoyens. Merci à vous, Ulvaïs Balogun, d'avoir accompli votre mission à vous. Merci également à vous. Depuis tôt le matin, vous étiez sur place. Ah ouais, c'est clair. Allez, merci à vous. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain. Demain, sans faute. Demain, ça va être la DER de la semaine. De la semaine, tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci à vous pour votre attention toujours renouvelée au programme de Bénin TV et surtout à Bonjour le Bénin que nous avons eu du plaisir à vous présenter aujourd'hui. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien surtout. Restez toujours fidèles au programme de Bénin TV car le meilleur, c'est ici.